Oui, bonjour à toutes et à tous, merci. Donc j'interviens après Grégory Nino. Et alors, j'ai relevé quelques éléments de sa présentation qui est finalement évaluons des thérapies que moi j'appellerais pas intervention non médicamenteuse, mais thérapies complémentaires, au sens où elles sont en effet en complément d'une médecine dite conventionnelle, dont on pourrait aussi beaucoup discuter, le contenu de la médecine conventionnelle. Et il me semble que justement, on n'est pas dans les mêmes paradigmes et que donc on ne peut pas évaluer stricto sensu une thérapie complémentaire ou pour en effet Grégory Nino, une intervention non médicamenteuse comme un médicament. C'est un préalable, je crois, important et néanmoins, ça n'empêche pas d'avoir un cadre d'expérimentation, un cadre de recherche qui protège absolument les patients. Parce que si on rentre dans les discours des dérives sectaires, on est censé avoir l'amivilude qui, en effet, recense les saisines des dérives sectaires. Et là, il y a un vrai problème. Il y a des conflits d'intérêts entre le ministère de l'Intérieur et les fonctions de cette Mivilude. Et on a fait un travail, Fabrice Bernat a fait un travail important sur justement ces histoires de dérives sectaires. Et on voit très bien que finalement, les thérapies complémentaires sont une part infime alors pas des saisines, il peut y avoir des saisines, mais en tous les cas d'actes déviants. Bon, ce préambule étant posé, oui, moi je crois que les thérapies complémentaires dans la fin de vie ont un sens et elles vont être cadrées parce que justement elles rentrent dans le concept de la médecine intégrative, c'est-à-dire qu'on a des thérapies conventionnelles et des thérapies complémentaires. Alors, explorer l'expérience vécue, oui, il me semble que c'est une approche fondamentale dans ce domaine et je vais essayer de vous le montrer, comment on peut faire de la recherche en explorant finalement l'expérience vécue. Alors, très brièvement, les principes de la médecine intégrative, une approche holistique, on traite le patient dans sa globalité avec toutes ses dimensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, des soins centrés sur la personne. Il semble essentiel, et d'ailleurs le modèle finalement de Grégory le dit dans son modèle participatif, c'est de prioriser les besoins et les préférences des individuels du patient, favoriser une relation soignante respectueuse, néanmoins sans se priver des apports biotechnologiques de la médecine dite conventionnelle. Et finalement, combiner ces thérapies au sens d'une médecine intégrative où on associe traitement conventionnel et thérapie complémentaire pour finalement optimiser les bénéfices pour les patients et en minimisant les effets secondaires et améliorer la qualité de vie. Donc on va changer de paradigme, on va passer d'un paradigme biologique de la biomédecine vers un paradigme centré sur les individus en relation. Et finalement, dans ce paradigme, on va pointer, valoriser l'expérience subjective du patient et de ses proches, quelque chose de fondamental, il me semble, dans le contexte de la fin de vie, à la fois en termes de pratique médicale et de représentation du malade. Alors moi, j'aime beaucoup le canard lapin de Thomas Kuhn pour illustrer finalement les confusions paradigmatiques où il est finalement difficile et probablement délétère d'essayer de mélanger des paradigmes.
Donc, pour questionner l'évaluation de la recherche clinique de la médecine intégrative, il faut savoir dans quel paradigme on se situe avec ces soins. Hein, c'est très important. Actuellement, le modèle dominant est évidemment en recherche clinique, mais également en pratique clinique, le modèle biomédical du médicament. Donc, ce modèle, à mon sens, est un cadre qui va, par sa démarche, engendrer un réductionnisme et une segmentation, finalement une simplification de la complexité des questions de santé, en les réduisant à des déterminants biologiques, des déterminants d'imagerie, etc. Donc un réductionnisme mécanistique de la causalité de la maladie, mais également un réductionnisme déshumanisant, un sujet qui est réifié en maladie, en symptômes, en organes, et donc pas une approche globale du sujet au sens phénoménologique et d'un sujet souffrant, douloureux. On est quand même dans le contexte de la fin de vie. Donc au total, une négation de cette complexité du vivant et du sujet. Et la méthode d'évaluation reconnue, et que je ne remets pas en question bien évidemment, est basée sur les essais contrôlés randomisés pour répondre finalement à une approche de cette fameuse médecine fondée sur les preuves qui sous-tend la pharmacologie moderne. Ce paradigme, et d'ailleurs Grégory Nino l'a démontré, est hégémonique dans la tête à la fois des médecins, à la fois des politiques, à la fois des institutions, et il a pignon sur rue, on ne le remet pas en question, je ne le remets pas en question, mais je dis qu'on peut faire avec des approches complémentaires. Donc, à mon sens, évaluer la question du contexte de la fin de vie et des thérapies complémentaires dans ce seul modèle est pour moi quelque chose d'inadapté. Alors, dans quel paradigme finalement s'inscrivent ces thérapies dites complémentaires et la médecine intégrative? Dans ce qu'on appelle le paradigme biopsychosocial, donc une approche de la médecine centrée sur le patient, comme on l'a vu, approche personnalisée, approche globale, valorisation de la communication, donc des partenariats thérapeutiques entre le patient et les professionnels de santé, une notion évidemment collaborative et de multidisciplinarité pour des soins adaptés. Donc finalement, des approches qui combinent les thérapies complémentaires et traitements conventionnels avec une interconnexion de ces systèmes. Il me semble que ce modèle répond plus au modèle de la complexité que la plupart des maladies, enfin pour les médecins de la salle, comme on le sait, ont de multiples causes. Donc comment évaluer finalement ces thérapies complémentaires et la médecine intégrative qui relève de ce modèle biopsychosocial? Ça revient un peu à discuter et débattre sur les approches quantitatives et qualitatives. Et finalement, la question de la déduction versus l'induction. Les méthodes quantitatives, avec leur gold standard qui est l'essai contrôlé et randomisé, vont s'incorporer dans un paradigme réaliste où finalement la réalité est objectivée indépendamment du sujet qui l'observe. Les enquêteurs et enquêtés sont des entités indépendantes. On est dans une démarche hypothético-déductive et confirmatoire par la vérification d'hypothèses. Échantillonnage statistique pour une représentativité et des effectifs importants, et donc des données numériques. Les méthodes qualitatives
s'inscrivent dans un autre paradigme qui est le paradigme constructiviste, où la réalité finalement est construite de manière interactive entre l'observateur et l'objet de l'étude. La démarche est totalement différente puisqu'elle va être inductive et exploratoire pour générer des données, pour générer des hypothèses. On est en général dans un champ naïf où il n'y a pas de données et on va aller justement par cette approche générer des nouvelles données qui ne sont pas dans le champ commun de la science. Les approches dans le processus dans la recherche qualitative nécessitent ce qu'on appelle un échantillonnage raisonné, c'est-à-dire qu'on n'a pas des milliers de patients, on prend des patients exemplaires d'une situation et on va, au travers d'entretiens et d'analyse du verbatim, on va structurer ce qu'on appelle, nous, une structure d'expérience. Vous prenez 20 sujets. Qu'est-ce que, pour vous, représente la question de la mort en fin de vie? On fait des entretiens de ces sujets et par une méthode d'analyse, on va finalement obtenir ce qu'on appelle une structure d'expérience et on pourrait mettre N+1, N+10, N+1000 entretiens que ça ne varierait pas. Et puis, il y a le paradigme qui me semble le plus complet, qui est le paradigme mixte, le paradigme dit pragmatique, où en effet, on va combiner à la fois des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives. Donc finalement, de combiner des données numériques et des données verbales. Alors, les enjeux de la recherche en fin de vie, j'en ai repéré, il y en a beaucoup, mais quelques-uns. Le respect de la subjectivité et de l'intersubjectivité des expériences. Expérience unique, la perception totalement singulière de sa fin de vie, influencée par ses valeurs et ses croyances. Mais une expérience partagée avec ses proches, partagée avec les soignants et les aidants. Défi méthodologique, évidemment, c'est un contexte assez terrible, donc la démarche est très délicate, avec une vulnérabilité vraiment archétypale, et donc qui implique que finalement, c'est compliqué, à mon sens, enfin en tous les cas, Grégory Nénaud a parlé d'éthique, mais il faut bien réfléchir dans les protocoles et les projets de recherche à ce qu'on met en place, étant donné cette vulnérabilité des sujets qu'on va étudier. Défi méthodologique, comment finalement évaluer et mesurer cette expérience vécue de la singularité. Et évidemment, des tensions éthiques inhérentes au vécu et à la représentation de sa propre mort, inhérentes au vécu des soignants, avec la question du soutien et de la prévention du burn-out, donc impliquant un cadre éthique très strict et multidisciplinaire. Alors, les objectifs de la recherche clinique sur la médecine intégrative dans un contexte de fin de vie sont, premièrement, évaluer l'efficacité de ces thérapies intégrées, et il me semble que d'évaluer un impact global est sans doute plus pertinent, un impact global avec thérapie complémentaire et traitement conventionnel, plus pertinent que d'aller évaluer comme le médicament, enfin comme essaie de le faire le médicament. Je voudrais quand même vous rappeler, parce que je l'ai en tête, qu'il y a eu, je parle de la preuve, de la question de la preuve, il y a eu des travaux, des métasynthèses sur les revues Cochrane. Et ces revues Cochrane sur, finalement, les pratiques qu'on évalue sont-elles pertinentes? Seulement moins de 10%
de ces revues Cochrane, donc on est dans le soin conventionnel, ont en effet des preuves de haute qualité. Donc c'est très très peu. Ce qu'on utilise en soins conventionnels, même si on dit il y a des preuves, voilà, il faut avoir conscience que ce n'est pas si simple et que de manière empirique, on va utiliser aussi des médicaments. Donc voilà, donc plutôt mesurer à mon avis un impact global plutôt qu'un effet spécifique. Deuxièmement, produire des indicateurs pertinents d'efficacité selon le point de vue des patients ou des aidants, en termes de soulagement des symptômes, de réduction des effets secondaires et d'amélioration de la qualité de vie. Personnalisation des soins et puis amélioration du bien-être global, du respect de la dignité, de l'autonomie des patients, du soutien aux aidants et aux soignants. Donc, comment on fait tout ça ? On explore l'expérience vécue. Et donc, si on explore l'expérience vécue, on n'est pas dans un modèle d'evidence-based medicine, et de vous montrer comment, en effet, ce modèle peut avoir des limites dans ce contexte dont on parle. Premièrement, les critères de validité de l'essai contrôlé randomisé pour évaluer les thérapies complémentaires, c'est compliqué parce que ça implique la standardisation, la randomisation, le double aveugle, les critères de jugement, et tous ces éléments de l'essai contrôlé randomisé ne sont pas simples à mettre en place pour une évaluation de thérapies complémentaires. Et donc, ces essais contrôlés randomisés vont peiner à capturer la complexité des soins intégratifs. L'approche dite objective du modèle EBM va aussi montrer des limites éthiques parce que derrière une pratique de la quantification va se dissimuler quand même une question fondamentale. Qu'est-ce qui reste de la réalité dans les nombres que l'on affiche, C'est un éminent épidémiologiste, Desrosières, qui cite cette phrase. Et négligence de la subjectivité parce que les expériences vécues et les perceptions des patients sont souvent sous-estimées dans ces modèles d'essais contrôlés randomisés. Alors, justement, un travail que j'ai trouvé, que je trouve pertinent, qui regardait, qui explorait les points de vue des patients en soins palliatifs sur avantages et inconvénients des thérapies complémentaires systématiquement administrées. Donc, c'est une analyse synthétique, combinée, qui, d'un côté, propose les données d'une revue systématique de 22 essais contrôlés randomisés sur les thérapies complémentaires et la synthèse qualitative de 5 études qui explorent les points de vue des patients qui ont reçu cette thérapie complémentaire. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre un gap très important entre la revue systématique des données sur l'efficacité. Alors, ça ciblait l'aromathérapie, massage et réflexologie. Dans les soins palliatifs, n'a pas abouti à des conclusions concluantes, la revue des essais contrôlés randomisés, alors que la synthèse d'approche et de méthodologie qualitative montrait que les patients en soins palliatifs accordaient une grande importance à ces thérapies complémentaires. À partir des études qualitatives, finalement, la question a été posée: quel vécu des patients sur les thérapies complémentaires dispensées dans des contextes réels ? Et vous voyez que finalement, 4 éléments clés de cette étude ont émergé: établir une relation et interagir avec le thérapeute, être traité dans un environnement confortable et familier, avoir des choix permettant un sentiment de contrôle, le choix des huiles, du massage et compagnie, et avoir un nombre acceptable de séances. Les données de la revue systématique sur les ECR en fin de vie, sur ces 22 ECR, aucun n'a intégré ces 4 éléments qui étaient importants pour les patients.
Par ailleurs, voilà, donc ça je vous l'ai dit. Donc, en fait, ce que nous dit cette synthèse, c'est que les thérapies complémentaires qui ont été délivrées dans le cadre d'essais contrôlés randomisés ne reflètent pas la manière dont les patients en soins palliatifs ont vécu ces thérapies complémentaires et leur efficacité. D'autre part, les mesures de qualité de vie qui utilisaient des échelles étaient totalement disparates. Enfin, voilà, les fameux PRO dont on ne pouvait faire aucune comparaison. Et ça dit quoi? Ça dit que finalement, la standardisation des thérapies complémentaires, pour que dans l'essai, chacun ait la même intervention, qu'est la référence donc des essais contrôlés randomisés, ne reflète pas les dispositifs de la vie réelle et rend difficile la génération des résultats à ces situations réelles. Alors oui, je rappelle aussi que en 2015 et 2021, le Medical Research Council a proposé pour l'évaluation des soins et de l'écosystème complexe de la santé, en effet, de combiner des approches quantitatives et qualitatives. Qu'est-ce que la recherche qualitative va nous amener dans ce contexte? Une exploration approfondie, finalement une exploration des données subjectives et du contexte de l'expérience vécue, une humanisation des soins et une complémentarité quand en effet on va articuler ces données qualitatives avec des données quantitatives. Alors les principes de la recherche qualitative, c'est simple. En somme, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'exploration de ce que les sujets disent de ce qu'ils vivent à un autre chercheur. Donc vous voyez qu'on est là sur des données verbales, qu'on reconnaît la valeur des savoirs expérientiels et que finalement on tient compte de la subjectivité du participant. Et c'est la rencontre entre le chercheur et le participant qui va être co-constructrice de sens, de tenir compte de cette intersubjectivité, et elle va permettre certainement d'explorer la complexité des questions cliniques et thérapeutiques, comme par exemple l'oncologie. Alors notre groupe de recherche qualitative ce groupe travaille depuis plusieurs décennies en recherche qualitative, donc on est passé par des approches issues des sciences sociales, l'IPA, la grande théorie, et puis finalement on a élaboré et publié évidemment notre méthode à des fins justement d'articulation avec l'evidence-based medicine pour que les médecins, les soignants se saisissent en effet de la recherche qualitative dans le champ de la santé. Donc cette méthode s'appelle IPSE, Inductive Process to Analyze the Structure of Lived Experience. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'approche, mais elle est inductive et exploratoire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans une démarche hypothético-déductive, mais on va être sur un terrain vierge et on va induire et faire émerger des données. Et on est au plus près de l'expérience des protagonistes des soins. 5-6 points sur les caractéristiques de la méthode. Exploration profonde, on capture l'expérience vécue, à la fois des patients, des aidants, des soignants. Cette méthode est structurée en 5 étapes très détaillées, je vous renvoie à la publication. Donc ça suit un processus de recherche rigoureux, scientifique, systématique. Ça implique les patients, les aidants dans le processus de recherche. Ça implique une multidisciplinarité du groupe de recherche et ça s'articule au concept d'évidence-based medicine. Et pour ne pas, si vous voulez, produire des données scientifiques pour des données scientifiques, comme ça peut être le cas parfois dans les sciences humaines, en recherche qualitative,
chaque étude a des objectifs pragmatiques dans le soin pour améliorer la qualité de vie dans le soin. Cette méthode a évidemment des critères de rigueur, hein, c'est pour ça que ça en fait une méthode scientifique robuste. Bon, ça, je ne vais pas... Quelle heure est-il ? Faut peut-être le temps passe. Oui. Voilà. Donc, juste, voilà, hein, pour terminer, il faut se dire que, à mon sens, dans le contexte de la fin de vie, où il y a de la médecine intégrative, un modèle de recherche intégratif est plus performant et adapté. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Verneuil, pour cet exposé très complet et très riche.